Mesdames et messieurs, bienvenue dans CF Débat Kinshasa. 11 juillet, lundi, premier numéro de la semaine. On va parler des enjeux de l'heure et plusieurs thématiques, mais on a retenu pour vous 5 thématiques à explorer tout au long de cette émission. La situation sécuritaire à l'est du pays, les rencontres entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la présence de la MONUSCO sur les sols congolais et puis la situation toujours sécuritaire à l'est, mais la position de l'Église quant à ça. Et puis la toute dernière thématique, les processus électoraux. Vous savez, nous sommes à la porte du scrutin de 2023. Pour répondre à vos questions et préoccupations, nous avons reçu quelqu'un, il s'appelle Monsieur Prince, il est coordonnateur, il est plutôt à la tête du collectif des associations engagées pour l'excellence au Congo. Il est également coordonnateur du bureau de l'honorable Maïndo Scholastique, l'élu national. Elle est originaire du Bassoko. Mais pour mener très bien ces débats, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un confrère, il s'appelle Brévi Matadi. Bonjour Brévi. Bonjour Kevin, bonjour à notre invité qui est juste en face de moi. Bonjour aussi à tous ceux-là qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Pourquoi pas en Europe via notre page et notre compte YouTube. Merci Brévi, il est toujours connu pour ses questions pertinentes et j'espère qu'aujourd'hui on ne manquera pas à cette séance des questions pertinentes. Ça ne peut pas manquer, surtout qu'on a un invité de taille. On va voir. Monsieur Prince Mouy, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes bien? Très à l'aise. Vous dites que vous êtes à l'aise, mais nos compatriotes à l'est du pays, j'aimerais savoir s'ils sont à l'aise également. Ils ne le sont pas. Et si moi je dis que je le suis, c'est parce que je suis sur terrain en train de combattre le combat pour qu'ils soient aussi à l'aise. Je suis déjà sur terrain et nous menons les bons combats pour que tous nos compatriotes à l'est soient aussi à l'aise. Je crois que c'est ça. Mais M. Prince, je ne sais pas si je peux vous ramasser sur parole. Vous avez dit que vous ne direz pas que vous êtes à l'aise pendant que nos compatriotes à l'Est ne le sont pas aussi, si je vous ai bien suivi. Mais moi, j'aimerais, avant de continuer avec vos didites, oui, de vous poser une question. Si j'étais à l'extérieur du pays, que vous êtes ici au Congo, et que je vous posais la question, quel est l'état actuel de la nation? Bon, l'état de la nation, parlons d'abord d'être à l'aise. Et si je parle que je suis à l'aise, j'ai un cœur meurtri. Je dois donner l'image de mon pays, parce que vous parlez de l'extérieur. Je donne de l'espoir à mon peuple, que malgré la souffrance, malgré nos difficultés, tenons bon, la RDC ne va pas disparaître. C'est juste pour ça qu'on peut se dire, allez juste donner de l'espoir à notre peuple. Quand on est à l'extérieur et qu'on se dit, les peuples souffrent, mais c'est la réalité ici sur terrain, c'est pas pour rien que nous sommes sur terrain pour mener les combats. Et nous sommes très opérationnels, je vous dis que les choses vont changer. Monsieur Mbouy, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, chose qu'on entend presque chaque jour. Mais vous pensez par multiples agressions, occupations de nos sols, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être satisfait de vous, puisque vous avez dit que nous faisons tout pour pacifier, soit redonner du sourire à nos populations? On peut être fier de vous? Oui, quand je dis nous, je ne suis ni membre du gouvernement. Je ne suis même pas à la présidence de la République et encore moins aux d'autres institutions comme le Parlement et consorts. Je n'ai aucun levier de commandement dans ces pays. Néanmoins, vous partagez une idéologie quelconque? Justement, en tant que patriote, j'aime mon pays, je ne peux que soutenir les institutions de mon pays en vue de les pousser à trouver solution aux problèmes du peuple de mon pays. Mais en soutenant les institutions en place, qu'est-ce que vous proposez dans ce qui manque en fait pour que ces situations à l'est des pays n'aient plus... La proposition, elle est immédiate.
à propos de l'Est du pays, pour mettre fin, il n'y a que la solution d'aller vers la Russie. Et de notre duo avec la Russie, je crois qu'il va en résulter automatiquement la solution de faire taire toutes les armes à l'Est, et même s'il faut chasser Kagame de son pouvoir, parce qu'il nous a tellement embrouillé une vingtaine, trentaine d'années. Et ce n'est pas lui, c'est la communauté internationale qui est contre la RDC, qui a fomenté ces complots, et puis on utilise notre frère d'à côté, Kagame, pour mettre ça en pratique. Alors il faut balayer tout ce courant-là et changer de logique. Donc je dirais changer de paradigme, parce que nous sommes en train d'aller vers un nouveau leadership mondial. Vraiment un nouvel ordre mondial. On a tellement souffert avec cet ancien ordre ici, la colonisation qui ne se termine toujours pas. On nous prétend être libres et indépendants, pendant que nous continuons à être aliénés. On s'impose sur nous nos richesses et tout, alors que nous devons vivre à la solde des étrangers qui viennent piller nos richesses et faire tout ce que, nous imposer même comment marcher, comment même prendre sa petite carotte à la maison. Alors nous devons en finir avec ça, avec l'ordre ancien des impérialistes et des Européens qui ont montré noir sur blanc, devant tout le monde, qui n'ont jamais été avec nous. Ils ont prouvé combien les relations entre États, il n'y a que les intérêts, ils n'ont pas d'âme. Et nous avons vu ça au Conseil de sécurité. Nous avons vu comment ils ont reconduit l'armée, l'embargo, que la RDC ne mérite même pas. Nous, ce n'est pas nous qui attaquons, on nous attaque et nous devons nous défendre. On nous prive même de moyens de nous défendre pour nous garder toujours dans la faiblesse et continuer à piller nos richesses. Alors, avec la Russie, je suis sûr, et la Russie a fait déjà preuve, elle a montré par plusieurs fois. D'ailleurs, c'est Poutine qui était le premier chef de l'État à féliciter le chef de l'État Tshisekedi à son élection. C'est le premier qu'il a reçu, qui a déroulé le tapis rouge. Il a été reçu en prince et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les bons offices de la Russie, et pas plus tard que la semaine passée, au Conseil de sécurité pour reconduire l'embargo sur la RDC, la Russie s'est abstenue. C'est ça un ami. C'est ça quelqu'un qui veut que ça change. Mais alors pourquoi nous allons pas vers la Russie? Vous prendre sur parole. Qu'est-ce que la Russie gagne dans tout ça? Puisque moi j'aimerais un peu qu'on puisse rentrer aussi à l'histoire. Oui. Qu'on rentre à l'histoire. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que vous êtes en train de dire, la Russie et tout. Rentrons à l'histoire. Lorsque Emery Patrice Lumumba, qui fut notre premier ministre au Congo, lorsque il a mis, Kasavubu a mis fin à son règne comme premier ministre, il négociait déjà avec la Russie. Où était la Russie pour soutenir celui qui négociait déjà avec eux? Alors, aujourd'hui, le pouvoir en place, qui est dirigé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, veut tourner le regard vers la Russie pour avoir des soutiens militaires en matière d'armement. Alors, qu'est-ce que la Russie va gagner chez nous ici? D'abord, autre contexte. Au moment où nous savons déjà que nous sommes pillés par plusieurs pays européens et pourquoi pas dire les États-Unis aussi. Hein. Oui, je voulais ramasser votre question à partir de son début. Quand vous parlez de Patrice Emery Lumumba, qui était déjà en relation avec la Russie, et que pourquoi la Russie n'est pas intervenue. Mais c'était d'abord une propriété du roi belge. Et après, c'est la propriété de la Belgique. Oui, mais c'était après les indépendances. Justement, c'est après les indépendances. Mais on en était encore là aux indépendances. Elle n'a pas été octroyée totalement, c'était juste une hypocrisie. Et vous verrez la preuve quand Lumumba a voulu donner les tons. Mais on l'a vite décapité. On a décapité cette indépendance déjà, donc c'était un mort-né. Et aujourd'hui, il y a deux fils de ce pays qui s'élèvent, des pères et des mères, qui veulent reconquérir notre territoire. Vous commencez encore avec cette histoire de père et de mère. Mais c'est pas que je commence avec cette histoire. Elle est là, c'est une réalité, on ne peut pas s'en passer. Mais je pense une question, quand est-ce que cette indépendance si on évite ça, ça va nous rattraper. Vous voyez, des pères et des mères. Si aujourd'hui on ne veut pas traiter ça, ça viendra nous rattraper. Mais prenons la question de Kevin. Quand est-ce que cette indépendance a été totalement octroyée, puisque vous refusez la thèse avancée par... Ok. D'abord, je vous dirais que l'indépendance, la vraie, elle ne s'octroie pas. Il faut une lutte et vous imposer l'indépendance. C'est ce que Bravé avait dit.
Un instant. Donc, ce que vous voulez prétendre nous avoir été octroyé là, donc ça ne le sera jamais parce qu'on n'octroie pas une indépendance totale à quelqu'un. C'est la personne qui se détermine pour son indépendance. C'est ce que Lumumba avait fait. Justement, on l'a décapité et ça n'était pas fini. Mais pourquoi la Russie combat de l'époque n'était pas intervenu militairement les combats de Lumumba, pour empêcher son assassinat? Les combats de Lumumba ne s'est pas arrêté quand on a tué Lumumba. Nous tous ici, on continue le combat de Lumumba. La Russie autrefois, avec la configuration d'autrefois, donc elle n'avait pas vraiment la force de s'imposer vis-à-vis des autres. Parce qu'elle était dans les collimateurs de ces gens-là. Il était là derrière, dans le groupe de ces gens. Aujourd'hui, la Russie s'est déterminée à changer les choses, à changer de paradigme. Pourquoi nous ne pouvons pas aller ensemble? La Russie d'autrefois, la Russie des indépendants, ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Nous le savons. Vous voyez comment la Russie a compliqué tous les calculs du monde international. Les budgets d'armement, les budgets et tout et tout. Et aujourd'hui, même ce matin, j'apprends que la Russie vient de fermer le gaz aux Européens. Ça prouve la force. Et ils sont là, ils sont déchantés, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Et c'est quelle saison l'hiver? Là, je vais vous faire voir qu'aujourd'hui, la Russie dont on parle, ce n'est pas la Russie d'hier. Mais c'est la Russie d'hier, c'était qu'est-ce que la Russie gagne en nous portant? Je vais avancer jusque sur là. le point de vue armement. La Russie d'autrefois, c'était le bloc soviétique, c'était les États de l'URSS. C'était l'URSS. N'est-ce pas? Oui. Mais avec les complots de tous ces impérialistes-là, on a éclaté l'URSS de l'intérieur avec la perestroïka. Aujourd'hui, vraiment, la Russie disparaissait. Et on voulait même l'achever quand l'OTAN va jusqu'aux frontières de la Russie. C'est parce qu'ils savent toujours que c'est un danger. Il faut l'émietter davantage. Et c'est ça ce qui justifie la guerre de la Russie et la guerre actuelle. L'Ukraine. C'est juste parce qu'on voulait venir maintenant en Ukraine et puis vraiment prendre en étau la Russie. Et c'est comme ça qu'il s'est révolté. Mais une Russie aujourd'hui révoltée. C'est comme si vous la Russie révoltée. L'approche de Lumumba vers la Russie comme étant voilà, une blague pour dire que Lumumba était allé voir des gens qui n'étaient pas capables en fait de nous aider. À l'époque. D'abord, la relation entre Lumumba et la Russie, c'était pas vraiment profonde. C'était d'abord des soupçons communistes pendant qu'il n'en était rien. C'était d'abord ça. Lumumba ne s'était pas mis dans la matière pour traiter sérieusement. On ne lui a même pas donné ce temps-là. Au contraire, on l'a juste collé l'étiquette qu'il était parmi il collaborait avec la Russie. Et c'est la raison juste pour laquelle on l'a assassiné. Donc, il n'était pas encore dans la coopération, ou bien il n'a pas traité de la matière. On ne lui a pas donné le temps de faire ça. Mais aujourd'hui, nous avons le temps. Mais c'est une question pour vous. La nouvelle vient de tomber. Il est 14h35 minutes. Ouais. Sid Kivu, un chef du village, tué à son domicile, précisément à Fizi. Avec la Russie au Congo, avec leur armement, là, quand vous appelez la Russie de venir nous porter aide, est-ce que vous ne qualifiez pas aussi le FARDC des faiblesses là, quelque part? Non. Si nous avons une force homogène aujourd'hui qui peut défendre les pays, et si on peut s'élever un jour, être fier de ces pays, c'est grâce au FARDC. Mais pourquoi nous demandons tant d'aide par-ci, par-là? Justement,
et autres. Pour mener une guerre, il faut avoir les atouts. Et quand on n'a pas des atouts sur place, on peut recourir à son ami pour faire la guerre. Nous ne disons pas que la Russie vienne faire la guerre à notre place. Nous avons les unités combattantes. Nous avons une armée forte, mais qui n'est pas dotée, qui est démotivée, qui est maltraitée. Alors, si jamais on nous amenait les équipements nécessaires pour doter à nos FARDC, je crois que l'affaire est close. Nous avons des soldats, nous avons une armée forte. Ce n'est pas la Russie qui viendra combattre pour nous. Non. Mais avec la Russie, nous avons une coopération militaire. Juste les armes, parce que nous sommes sous embargo. Ça, il ne faut pas oublier. On nous a imposé l'embargo depuis une trentaine d'années. On est en train de souffrir. Mais nous sommes agressés. On nous a amputé de notre territoire. Mais nous ne savons pas nous défendre parce que la communauté internationale s'est réunie et ils sont contre nous. Ils nous ont placé cette statue de MONUSCO là-bas pour nous faire croire que non, on peut trouver une solution derrière la MONUSCO. Mais ce prince avant, en parlant de la MONUSCO, on va y revenir. Mais une question, cela risquerait de m'échapper. Mais lorsque vous parlez d'un bon ami, on doit se lier à un ami. Ne pensez-vous pas qu'au Congo, nous avons vu tant de problèmes avec les alliances avec des SECO qu'on nous appelait, on appelait à l'époque des amis. Vous voyez avec Laurent Désiré Kabila, avec Rwanda, aujourd'hui nous souffrons avec l'AFDEL, on nous a ramené ici des Rwandais et tout. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec ce système de celui-là c'est un ami que je dois associer, celui-là c'est un ami? Dans le monde actuel, on ne peut plus faire route seul. Ça devient impossible. Il y a tellement de donnes qu'il faut toujours associer un ami et tout ça pour être fort. Seul, en cavale, on ne saura rien faire. Pourquoi il y a l'Union européenne? C'est juste parce que, mettons-nous ensemble, faisons une force. Pourquoi pas nous? Nous n'avons pas ce droit d'avoir aussi nos amis. Parce que c'est noir sur blanc que les Européens, l'Union européenne n'est pas avec nous. C'est noir sur blanc que les Américains ne sont pas avec nous. Ils nous amènent des promesses ici depuis que le chef de l'État est là au pouvoir, avec l'ambassadeur qui vient de partir, Amen, qui mangeait les Ndunda ici, qui se faisait passer pour, je ne sais pas comment. On l'a appelé Nzita. On l'a appelé tout ce qu'on a appelé là. Heureusement que vous avez les noms. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était là juste pour distraire notre chef. Il a donné autant de promesses. On va vous soutenir, on va vous accompagner et tout et tout. Ils ont affaibli d'abord notre armée. Ils ont mis l'armée en débandade avec l'AFDEL qu'on nous a imposé ici. On nous a imposé les rebelles rwandais ici comme étant des réfugiés. Ça, c'est la communauté internationale. Et ils vont plus loin, ils continuent à nous affaiblir. Et nous allons laisser ça comme ça? Non. Nous allons changer de paradigme. Mais dernière question pour moi, peut-être pour Bravi également. Vous sollicitez de l'aide à la Russie. On ne comprend pas la nature, la vraie nature de cette aide. Est-ce qu'en matière de ressources humaines ou bien en matière d'armement? Puisqu'en matière de ressources humaines, je crois, nous sommes la 8e armée en termes d'effectifs. Je crois, Bravi va me compléter si je me perds en paix. 11e. Mais en matière de puissance, c'est là qui se trouve le problème. Est-ce que la Russie va nous doter des armes et toutes sortes d'arsenal pour mettre dehors tous ces bandits qui nous dérangent? 98 ou bien 99, je crois, c'est passé même la coopération RDC et Russie, c'est passé à l'Assemblée nationale, c'est passé même au Sénat. Et récemment, le Sénat vient, je crois, de rappeler cet accord-là. Donc, dans la coopération, il y a tout. La coopération dite militaire, transfert de technologies, livraison des armes, collaboration technique, les techniciens, la formation. Nous n'attendons pas que la Russie vienne prendre notre pays pour faire la bataille, le combat. Non, nous sommes là, nous avons des effectifs, mais qui sont démotivés. Un militaire au front qui attend le ravitaillement, les armes et les munitions, il vous fait une semaine sur une position, il ne sait pas avancer. Et pour que vous puissiez lui doter des atouts pour faire le combat, ça doit prendre 1 mois, 2 mois, et finalement ça n'arrive pas. Et pourtant les armes sont parties de, je sais pas, de Kinshasa, mais des magasins. Mais entre le militaire et l'arme là, ça vous prend du temps. Et puis après vous appelez, vous dites que non, l'armée est faible. Nous n'avons pas une armée faible. Mais à qui la faute? À qui la faute si tout arrive en retard? Je dirais... donc, le président actuel, le président Félix Tshisekedi a hérité de cette situation.
où on disait que l'effectif de l'armée, c'est autant de milliers d'hommes. Pendant qu'il arrive sur place, il trouve vraiment que c'était bidon. Et c'est le premier à nous révéler ces secrets-là. Mais on nous faisait croire à une force bidon pendant que nous étions infiltrés et moins d'hommes. Mais aujourd'hui, le pauvre s'y met. Il s'y met alors sérieusement, corps et âme, pour réformer et donner quand même une figure congolaise à l'armée, au phare d'ici. Dernière question avant qu'on change de sujet. Dernière question sur la situation de l'Est de la République. Avec l'installation de gouverneurs, militaires et policiers consorts, comment analysez-vous la situation actuelle de l'Est du pays? Est-ce que nous avons avancé? Il y a des avancées significatives en termes de gestion ou sécurité, puisque aujourd'hui nous venons de remarquer encore, il y a eu tuerie en Ituri, là où il y a eu 5 morts, 4 enfants. Vous imaginez, 4 enfants et un adulte. Avec la situation de l'Est, d'abord, il faut que la MONUSCO parte de ce pays. Et nous devons pousser la MONUSCO hors de nos frontières. D'aucuns l'ont fait en Afrique, ils n'en sont pas morts. La MONUSCO n'a plus sa raison d'être ici en RDC. Elle a prouvé combien elle est faible. Parce qu'elle a même déclaré que les rebelles de 1-23 disposent des armes plus sophistiquées, plus puissantes que ce qu'elle est là. Répondre même à la petite rébellion soi-disant, en passant. Donc ça veut dire, je ne vois pas pourquoi une force internationale peut être faible devant une rébellion dans un pays. Et on va encore nous amener à des histoires de, je ne sais pas, autrefois ici, on voulait constituer encore des troupes africaines pour aller là-bas. Non, mais chacun veut avoir la part du gâteau, c'est juste ça. La MONUSCO, ce sont les impérialistes et tout ça qui récupèrent la part du gâteau. Maintenant, les autres chefs d'État aussi africains se disent, mais non, nous, on ne peut quand même pas laisser comme ça. Bagoka Tanzoko, allons-y aussi, Bissot nous appartient à Bissot. C'est juste ça. Si nous allons seulement, avec cette logique-là, compter avec les étrangers, nous ne serons jamais indépendants, nous ne serons jamais libres. Il faut qu'on prenne les choses à main. Tina front, on va mettre tout ce monde dehors. Alors, la MONUSCO, là, c'est une distraction. Les accords de, je ne sais pas, Nairobi ici, dernièrement, c'est une distraction. Laissez les chefs d'État prendre le temps, sa conscience, et puis prendre les phares d'essai ici, combattre les bons combats. C'est une distraction. Je me clôturer avec ça, mais une question que M. Prince ne nous a pas répondu. M. Prince, il était question aussi de nous dire qu'est-ce que la Russie va gagner. Puisque là, vous avez parlé que la MONUSCO doit partir et tout, on doit mener seul notre combat. Mais en invitant la Russie de nous donner les armes, qu'est-ce que la Russie gagne maintenant là? Parce qu'avec la MONUSCO, on doit dire que ce sont des pilleurs et tout. Ils sont en train d'opérer nuitamment, par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que la Russie va gagner en nous donnant des armes? C'est là où j'aimerais un peu éclaircir la population. Oui, je vais répondre à cette question dans le sens d'abord général. Nous allons vers la réconfiguration de l'ordre mondial. Ok. Et le leadership va changer de camp. Je suis sûr que ce sont les communistes qui vont aller au-dessus. Donc, il en est fini avec les capitalistes, les démocrates et tout ça. Ils ont prouvé combien ils sont vraiment de bonne foi. Ils ne sont même pas démocrates. Ils sont des tueurs, des assassins, des guerriers. Alors, c'est maintenant leur limite, c'est leur fin. Et la Russie est en train de reconquérir maintenant le nouveau leadership mondial avec la Chine et tout ça. Mais si nous l'appuyons, où est le mal? Parce que dans l'ancien ordre, nous n'avons pas gagné. Nous n'étions que des morts, des cadavres et tout ça, nos chefs d'État qui étaient remplacés. Kadhafi, on devait l'abattre. Et Saddam Hussein, tous les héros, les Lumumba, on a abattu. Et ça, c'est sans procès. Nous devons continuer comme ça. Non, il faut changer les choses. Et si la Russie nous amène dans un autre angle de voir les choses, que non, ça va évoluer, pourquoi ne pas faire avec lui? Parce qu'on en a marre avec l'ordre ancien. Et la Russie va gagner parce que nous allons renforcer son leadership. Nous ne cherchons pas le leadership mondial, nous. Nous cherchons seulement la paix chez nous. Nous voulons bien vivre avec les autres. C'est ça notre fondement. C'est ça ce que nous sommes. Merci, M. Prince. Maintenant, si on peut aider quelqu'un avec sa démarche et que la personne aussi, en contrepartie, nous aide, pourquoi on ne ferait pas ce mariage? Merci, M. Prince. Les leaderships. Moi, je pense que Kevin, dans l'état actuel, vous pouvez refuser quelqu'un qui vous vient en aide. On va entendre encore sur ce dossier un jour et on pense qu'on aura plus de sujets à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser? Mais on doit... Est-ce que vous connaissez seulement le droit de la RDC d'accepter les gens qui nous pillent, qui nous maintiennent dans cette position, mais vous n'acceptez pas le droit aussi de chercher des amis qui peuvent nous aider à sortir de cet état?
à cesser la guerre. Monsieur Prince, on vous récupère ultérieurement pour parler exclusivement de cette question. Je suis à votre disposition. Merci. Mais qu'en est-il des rencontres entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? On en a vu, ils se sont embrassés, ils se sont appelés des frères, ils étaient à Nairobi, ils étaient à Luanda. On nous dit, sauf imprévu, sauf changement des dernières minutes, ils doivent encore se revoir à Luanda. Mais on ne comprend pas. Ils se rencontrent, ils se voient, ils communiquent, mais rien n'échange. Rien n'échange, M. Prince. Il y a une question pour vous par rapport à cela. Trois faits après une seule rencontre. Luanda a sa version de fait, Kinshasa a sa version de fait, et Kigali aussi a sa version de fait. Comment analysez-vous tout cela par rapport à la rencontre tripartite de chefs d'État qui a eu lieu à Luanda, en Angola, où Joao Lorenzo a joué des médiateurs? Vous verrez que le chef de l'État, dans ses speeches, dernièrement, il a dit il n'y a qu'une alternative à deux têtes comme solution. Soit c'est la paix, alors la paix totale, donc on fait taire toutes les armes et le peuple reprend sa dignité. Soit, si ce n'est pas cette option-là, c'est la guerre totale. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, non. Soit il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit un peu de guerre et puis un peu de paix. Non. Mais monsieur, pour le chef de l'État, dire soit la paix, soit la guerre. Oui. 24 heures après ces assises, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. 24 heures après. Il est allé à Luanda, d'aucuns ont critiqué, il ne devait pas aller, c'était une rencontre de trop et tout ça. Mais moi, je suis fier du chef de l'État, d'ailleurs, je le salue. Mon chef, coup de chapeau. Mais surtout, il est allé à Luanda. C'est pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir que je vois ces messieurs, mon chef de l'État. Je le vois avec un visage fermé pendant 48 heures. Mais non, ne lisons pas les expressions. Le résultat. C'est un message. Vous êtes journaliste. Oui, mais le message, oui. Vous avez appris les expressions de figure. Oui, ça communique, mais le résultat, c'est ce que les Congolais attendent. Sur terrain, pourquoi est-ce que ça nous est vous prenez ce Tshisekedi autrefois qui avait le sourire et le Tshisekedi aujourd'hui qui a la figure fermée, ça ne vous dit pas un message autre que d'avant? Mais oui, bien sûr. On a quand même tapé exprimé, mais le résultat, les 24 heures après. Justement, 24 on y heures va, après. non? On y va. Donc nous avons déjà le message que maintenant c'est la fermeté, on ne blague plus. Kagame, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut coopérer, on peut faire des amis. Donc on va Félix Tshisekedi blague. Vous venez de dire que Kagame, ce n'est pas un ami qu'on peut faire des amis. Mais il était applaudi ici. Pas par l'UDPS. Un instant. Au stade des martyrs. Autrefois, c'était pour lui montrer notre hospitalité. Mais cela n'empêchait pas qu'on lui dise les choses ouvertement. Mais le président mettons les cartes sur table et puis disons non à la guerre. Avait dit également que Kagame était son frère. Là aussi, ça relève d'une... C'est tout à fait normal. Moi aussi, je dirais la même chose. Kagame, c'est mon frère parce que c'est un frère africain. C'est justement ça. Ah bon? Mais l'intérêt du Congo, la paix au Congo, les sangs qui coulent au Congo, ce n'est pas à échanger avec notre amitié ou bien notre fraternité. Et c'est ça la logique du chef de l'État. On est frères, mais arrêtons de nous battre. On est frères, arrêtez de couler le sang chez moi. On est frères, arrêtons la guerre. Et c'est juste pour ça que le pauvre s'est déplacé d'ici en Angola. Il a pris encore une fois le risque. Il pouvait ne pas atterrir avec son avion. Prendre un avion, ce n'est pas un luxe. C'est sa vie qu'on met comme ça en danger. Mais il le fait pas pour son père, pas pour sa mère, pas pour ses frères. Mais c'est pour le Congo qu'il le fait. Je vous relance, et il est allé en Angola, il a mis Kagame droit au mur. Permettez-moi de vous relancer. Un instant, monsieur. Mais Kagame était à genoux. Alors pour la première fois. Vous avez dit qu'il a mis Kagame droit au mur. Je vais vous donner le temps de finir. Mais vous avez dit qu'il a mis Kagame droit au mur. Pendant que 24 heures après, il y a eu encore attaque, les sangs ont coulé. Mais jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est fait Kagame sur le table des négociations tripartites. Là, on a parlé des chefs d'État, oui. Mais ceux qui nous combattent, c'est le M23. Pendant que Kagame n'a pas accepté clairement qu'il est derrière le M23. Pourriez-vous nous expliquer un peu tout ça? S'il vous plaît, donnez-moi aussi le temps quand même de vous répondre au lieu d'aller de question en question et puis finalement on n'aura pas de... Ok. On vous relance simplement. Kagame, oui. Kagame peut déclarer aujourd'hui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez 24 heures après. Prenons avant 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On parle du voyage du chef de l'État en Angola. Ce n'était pas 24 heures après. Donc c'est avant. Commençons par là. Le chef est allé, il a mis Kagame KO.
Et pour la première fois, Kagame qu'on chantait ici, et Lombe, Kagame a écrasé là-bas, gauche à droite. Pour la première fois, profil bas, j'ai vu. Oui, que l'IDPS a chanté, moi je ne suis pas de l'IDPS. Que l'IDPS a chanté. L'actuel régime chantait. Je ne crois pas que c'est le chef qui a chanté. Il a reçu en tant que frère. Mais pesons quand même nos mots quand nous parlons. Et c'est Kagame autrefois qui était vraiment hautain. Aujourd'hui, il est allé jusqu'à signer les cesser les faits. Retrait immédiat de toutes de positions et M23 et tout ça. Ils se sont retirés? Un instant. Il a signé ça en tant que qui? Un chef de l'État, s'il vous plaît. En diplomatie, ça compte. Il se déplace pour une cause dont il n'est pas partie prenante. Vous croyez? S'il n'était pas considéré, s'il n'était pas partie prenante, il ne ferait pas ce voyage. Il est allé à ce voyage parce qu'il était le concerné. Et quand il est allé là-bas, il a signé pour la première fois, il a mis KO, noir sur blanc. Il a signé le cessez-le-feu. Il a signé en tant que qui? Parce que lui, ce n'est pas M23. Même si vous pouvez me dire, après 24 heures, les M23 ont ressurgi. Mais attendez, quand il ressurgit, c'est quoi? Mais c'est simple, non? Nous devons attaquer le mal dans sa racine, à partir de sa racine. Mais entre là où on attaque, la cité de Bunagana est toujours occupée. Oh, mais ne vous en faites pas. Nous avons les phares d'ici. Et je vous dis d'ici, ce n'est pas l'armée qui viendra vous dire, voilà, j'ai fait ça, et mes stratégies. Non. Mais je vous dis, je vous rassure. Donc l'actuel... Je reviens sur ce plateau. Dans moins de temps, je vais revenir sur votre plateau dans peu de temps. On va tous chanter la gloire au FARDC. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce n'est pas pour rien nous avons le FARDC. Nous avons un commandant suprême qui met tout à nu. Autrefois, on pouvait cacher. On pouvait dire que non, les rebelles, les rébellions, tout ça. Aujourd'hui, nous savons qui est notre ennemi. Nous savons que le pays est agressé. Ce n'est pas une rébellion, mais c'est une agression étrangère. Ça, c'est noir sur blanc. Et qui l'a fait? C'est le commandant suprême, le chef de l'État. Et les FARDC sont derrière lui. Ils sont en train de mener le bon combat. Vous croyez que parce qu'on a fait des escarmouches là, c'est rien et ça va finir d'ici là? Mais moi, je ne comprends pas cette logique. On signe un document aujourd'hui, après 4 jours, 5 jours, il n'y a pas de retombées. C'est ce qui est bravé, tenté. Le fait de signer déjà le document, ça prouve à suffisance que vous en êtes coupable. N'est-ce pas? Au moins aujourd'hui, le chef de l'État a amené Kagame devant tout le monde international, à comprendre que Kagame, c'est lui le coupable parce qu'il est venu signer le retrait de ses positions. C'est clair, c'est ça le langage. Monsieur Prince. Alors, le fait seulement que quelqu'un puisse accepter sa culpabilité devant la presse, devant le monde entier, moi je trouve que c'est déjà un vrai coup. C'est vraiment un chaos que le chef de l'État l'a emporté. Vous venez de dire, avant Luanda, c'est le voyage du chef de l'État. Mais moi je dirais, avant Luanda, il y a eu tuerie. Après Luanda, il y a eu tuerie. Est-ce que le chef de l'État ou la commission mixte devrait continuer avec tous ces voyages qui gaspillent notre trésor public, ou on doit cesser avec tout ça et appliquer ce que le chef de l'État dit en deuxième lieu, que soit c'est la paix ou la guerre? C'est la politique qui fait que les M23, les tueries là, se passent à l'Est. Ce sont les politiques du monde. Oui. Et il faut y aller aussi en politique, ça veut dire la diplomatie d'abord. Et la diplomatie n'a pas désactiver, juste pour désactiver d'abord. La diplomatie n'a pas tenu. S'il vous plaît, pour désactiver d'abord la force des commanditaires. N'est-ce pas? Et après, on va en finir avec les autres sur terrain. C'est ça ce qui s'est passé. C'est pas quand on a signé à Luanda. Tout de suite, les armes se taisent. Non! Mais non! Après, parce qu'on a parlé de commission mixte. N'est-ce pas? Et ces commissions vont faire quoi? Vont aller jusqu'à vérifier qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui doit être respecté. C'est pas la signature là qui va mettre fin à tout ça, mais au moins nous avons la signature. Nous avons la présence de Kagame qui a au moins apparu au grand jour. Est-ce que la signature arrête de s'appuyer? Est-ce que la signature arrête la gâchette de s'appuyer? Mais c'est là où il y a la gâchette est là en train de s'appuyer. Les FARDC ne dorment pas, ils sont au front. Et quand vous parlez de Bunagana, ce n'est pas tout Bunagana qui est entre les mains de M23. C'est juste une partie, ne vous en faites pas. Et le FARDC, oui, c'est juste une partie vérifiée. Ce n'est pas tout Bunagana. Et les FARDC sont présents. Et Bunagana se trouve où? En Ouganda, au Rwanda ou bien en République démocratique? Justement, parce que c'est nous qui sommes agressés. On ne veut même pas parler de la paix entre, comme le communiqué là-bas, la paix entre RDC et tout ça. C'est nous qui cherchons la paix, ce n'est pas le Rwanda. Donc Félix, le Rwanda n'est pas en guerre. N'est pas à mesure d'assurer totalement l'intégrité territoriale de la RDC.
Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui vient à peine d'arriver au pouvoir il y a 3 ans. Il a hérité d'une situation qui a pris autant de décennies. Vous n'avez pas à lui chercher de la magie tout de suite. Cette situation a mis combien de temps dans notre pays? La guerre, l'invasion, tout ça, c'est combien de temps? Et le pauvre qui n'en est qu'à ces 3 ans, et il se recherche. Pourquoi vous ne pouvez pas l'appuyer? Pourquoi on doit toujours le critiquer? Vous savez, hein, il y a eu autrefois, je crois en Israël, il y avait des choses comme ça entre les Juifs et les Arabes, la guerre comme ça a toujours été. Mais il y avait au moins le Parlement qui avait siégé et qui a mis en place une loi contre la trahison. C'est-à-dire, quand tu parles de l'agresseur, de l'ennemi de notre pays, soit tu es décapité, soit tu fais la prison à vie. Et c'est ça que nous devons appliquer ici chez nous. Vous voyez des ministres en fonction qui parlent en mal de leur pays, qui soutiennent même, qui ascensent même l'agresseur. Vous avez des députés nationaux dans notre pays qui font la propagande de Kagame. Et ces ministres vous en avez dans toutes les institutions. Et vous laissez faire un instant. Ils étaient nommés par... Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Ils participent au Conseil des ministres. Vous savez, au Rwanda, il y a un pasteur, un religieux, qui a seulement dit que la RDC doit armer les troupes là-bas et puis attaquer Kagame et il est fragile, il va tomber. Ce pasteur ne vit pas au Rwanda. Mais chez vous, vous avez l'église catholique. Vous avez les représentants, les responsables de l'église catholique qui parlent en mal de notre pays, comme s'ils étaient l'église catholique de Rwanda. Ils encensent le Rwanda. Le cardinal a évoqué qu'il est Il critique l'action de son gouvernement. Parce qu'il est l'église catholique, on n'a pas le droit de le chasser. Je préfère encore Mobutu autrefois. Il a parlé avec les témoins de Jéhovah. Ils ont fait de bruit ici. Mobutu a bloqué cette histoire des témoins de Jéhovah. Vous le savez. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que les catholiques aujourd'hui ici? Nous vivons des catholiques. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils sont là? Depuis que les catholiques sont catholiques en RDC, est-ce que c'est le développement de la RDC? Donc, ailleurs, quand on critique comme ça l'action vraiment salvatrice de la nation, vraiment, soit c'est la prison, soit on disparaît. Mais acceptez encore que Félix Tshisekedi soit vraiment de bonne foi. Il vous laisse librement courir les rues de la capitale. Mais prenons la Russie. Les actions que la Russie et Poutine est en train de mener. Toi, tu peux te lever ton petit doigt et parler en mal de Poutine. Mais non. Mais pourquoi? Parce que Poutine est en train de sauver le pays. Il sauve la Russie. Mais quand maintenant tu sais qu'il sauve la RDC, vous êtes les premiers à les critiquer, à parler en mal de lui. Pourquoi vous ne pouvez pas la évoquer tantôt la question sur l'Église? J'aimerais un peu savoir la position de l'Église face à l'insécurité dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église peut dire un mot et puis l'insécurité est éradiquée du coup? Ça me fait mal. Ça me fait très mal au cœur pour parler de l'Église. L'Église, chez nous, en RDC, elle est complice de ce qui nous arrive. L'Église est l'artisan même de ce qui nous arrive comme catastrophe. L'Église est en complicité avec les étrangers. Hier, on a tenté avec Fayoulou, ils n'ont pas pu. Ils vont chercher Moïse Katumbi, ça ne va toujours pas. On va bouger un peu maintenant, mais ça glisse. Et fin de compte, on tombe sur le... Parce qu'on cherche les gens qui ont pignon sur rue. Et on va tomber sur l'église catholique qui va faire des commentaires, des affirmations qui ne vaillent même pas la peine. Qui vont critiquer même l'action salvatrice qu'est en train de mener les chefs de l'État. Mais tout le monde est d'accord qu'en République démocratique, donc l'église aujourd'hui, un leadership. L'église aujourd'hui ne contribue ni au développement de la République, ni même au contraire, ils sont en train de piller les minables peuples. Toutes les églises, sans exception aucune, en disant ils se construisent des villas, ils se font de gros cylindrés, ils sont en costume de 7 000 $. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est des SBL. En disant que l'église est en train de piller la population. Oui. Aujourd'hui, est-ce que les politiques, pour ne pas parler des politiciens, les politiques actuelles ne pillent pas la population? Avec des systèmes RAM qu'on a vu à observer autrefois ici, aujourd'hui ça continue mais sous une autre forme. Et il y a même le transport qui varie, il n'y a personne qui réagit. Il y a 2 fois victoire de la science, il y a 1000 francs dans de gros bus.
c'est difficile pour ceux qui font route avec des transports en commun. Je suis avec vous. Quand vous dites que l'homme politique aussi pille le peuple, le pays, je suis avec vous. Vous acceptez la Mais cet homme politique, oui, mais cette classe politique, mais ces politiques dont vous parlez. Vous acceptez quand même qu'ils sont du nombre que les églises dont vous accusez. Je suis avec vous. Les politiques pillent le pays. Pourquoi? Ces politiques-là ont l'enseignement qui est issu de ces religieux-là. Et vos religieux-là qui ont emprunté la religion de l'extérieur et ils veulent marcher avec le peuple, ils inculquent ça dans leur... Vous voyez tout ce monde-là qui dirige la politique. Chacun a une église, n'est-ce pas? Ils vont dans des églises. Et qu'est-ce qu'on prêche là-bas? Il y a aussi des athées. Si on prêchait seulement la vraie parole de Dieu. Il y a aussi des athées. Nous sommes dans un état laïque. Justement, mais prenons, on parle de l'église, non? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont là-bas comme nourriture? Parce que nous voyons la vie des politiciens. Nous comprenons que ces pasteurs-là qui enseignent ces politiciens, attendez, mais ce que nous voyons dans la vie de politiciens, c'est pratiquement ce qu'il a comme enseignement. Et vous me dites que l'Église est en train de contribuer pour le développement du pays? Non. Mais ces religieux-là, ils passent plus de temps avec la population. Pendant que les politiciens, ils se promènent avec des jeeps climatisés, fermés jusqu'au toit. Mais les religieux passent plus de temps avec la population qui souffre. Ok, les religieux passent beaucoup plus de temps avec la population qui souffre. Est-ce que lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas au nom de la population? Non, parce que c'est religieux. Les religieux là, c'est ce même religieux qui passe beaucoup plus de temps avec la population pour juste piller cette population, tirer le gain, s'acheter le veste qui coûte très cher, s'acheter des véhicules qui coûtent très cher. C'est ce qu'ils font. En dehors de ça, ils font rien. C'est juste je dirais quoi? La démagogie. Non, même pas la démagogie. C'est une aliénation. Donc, vous dépendez de votre pasteur. Mais quand vous allez vous chercher l'argent, c'est lui qui en bénéficie, et pas vous. Mais voyez la sœur qui est au dernier banc, avec son enfant malade, juste la fièvre, une nivaquine, une chloroquine, pour sauver sa fille. On ne pense pas à elle. Elle vient là-bas, pasteur dit, oh bon, on prie pour toi. C'est fini. Mais le soir, c'est la femme du pasteur qui est en Belgique, en Suisse, aux soins médicaux. Qu'est-ce qu'elle avait? Juste de vertige. Vous comprenez? Et l'argent qu'on est en train d'utiliser pour aller en Belgique, ça vient de l'histoire. Je rends directement hommage à celui qu'on appelait les cardinal métropolitain, Laurent Monsengo Passigna, qui fut aussi l'un des politiques. Aujourd'hui, il totalise, c'est hier, le 11 lundi, qu'il avait totalisé une année de son décès. Alors, qu'on a célébré, pas il a totalisé, mais on a célébré une année de son décès. Mais ne pensez-vous pas que lui aussi, il a mené un combat dans notre pays qui aussi allait au sens de ne pas piller la population, comme vous venez de le dire dans vos dites, mais il a quand même aidé la population à avoir quelques changements. Bon, on ne parle pas mal d'un défunt. Je dirais qu'il a fait son temps. Il a fait son temps. Oui, et puis c'était parti. Mais je peux encore avoir des souvenirs de gens comme Maloula, par exemple. Si je peux avoir en mémoire, c'est Maloula, par exemple, qui a fait des actions sociales, qui s'est donné la peine de changer certaines choses. Monsengo pour aller à Maloula? Tous sont morts, n'est-ce pas? Oui. Mais je garde au moins des souvenirs de Maloula. Et Monsengo, vous n'avez pas de souvenirs? Non, mais moi, je ne suis même pas en mesure d'inscrire mon enfant dans l'école ici de Monsengo. Je ne peux pas. Ça coûte énormément de l'argent, je ne peux pas, je suis pauvre. Mais Maloula avait fait ça pour les démunis. C'est ça. Donc je dis, je ne sais pas parler en mal de quelqu'un qui est décédé, mais j'ai au moins des preuves de bonne foi, de développement, les soucis de son peuple. Je peux parler de Maloula. Et l'actuel régime a construit combien pour... après Monsengo, après Maloula, c'est une histoire à classer. Prenons Maloula. Mais en parlant des écoles, Kevin, s'il vous plaît, avant d'aller avec les élections de 2023 pour citer, alors, vous avez dit que Maloula, il a construit, il a fait ceci, et Monsengo aujourd'hui avec ces écoles qui coûtent cher, vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant là-bas. Combien des écoles que le président Félix Antoine Tshisekedi, dans 3 ans qu'il a fait, aujourd'hui qu'il a déjà construit? Non réhabilité, mais construit. Ok. Parlons des écoles construites par le chef de l'État. Je préfère parler de l'enseignement gratuit. Au lieu des écoles. Je parle de l'enseignement gratuit. Mais l'enseignement gratuit, c'est quelque chose prévu par la Constitution. Oui. Ok, ça n'a jamais existé que par Tshisekedi. Non, mais c'est quelque chose qui était déjà prévu, même la matière. Prévu, oui. Vous savez combien de choses ont été prévues dans ces pays qui n'ont jamais été mises en exergue? La première à le mettre, c'est Félix Tshisekedi. Bravo. Et quand il va déclarer ça,
qu'il vous donne même la référence que ça se trouve dans la Constitution. Le résultat. Qu'est-ce que les catholiques dont vous parlez ici, je ne sais pas, vous me parlez de la hiérarchie catholique, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Au contraire, les gens qui ont cherché à ce que l'enseignement gratuit puisse baver, glisser, ce sont les catholiques. Disons la vérité en face, ce sont les mêmes catholiques. Parce qu'ils ont des écoles qui coûtent énormément cher. Alors, ils ne veulent pas que les autres aussi bénéficient de l'éducation. Quand les chefs d'État a déclaré ça, ils étaient là à mettre la peau de banane. Mais c'est pas jusqu'aujourd'hui, non, qu'on a fait les actions de c'est là où je veux voir entre la politique du chef de l'État. Je donne rendez-vous pour ce jeudi où on va parler sur le projet Tshilé-Gelou, 100 jours du chef de l'État, entre autres le projet Tshilé-Gelou. Et aussi, on va parler sur la souffrance de la population actuelle. Hausse de prix partout et les enjeux électoraux de 2023. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au moins, nous sommes d'accord que le chef de l'État a fait vraiment preuve pour asseoir l'enseignement gratuit, mais les catholiques ont fait tout pour faucher la carte. Dernière thématique, ça vous le savez. Dernière thématique, monsieur le Président. Donc, ne me parlez pas de catholiques, parlez-moi du chef de l'État. On note avec l'actuel régime. On note, mais on voudra encore le jeudi prochain. Parlons des élections de 2023. Rapidement, si vous permettez, Christian, 2 minutes. Les scrutins se pointent à la porte. Quel est l'argument, M. Prince Mboui, quel est l'argument solide que ce régime peut mettre en avant-garde pour être reconduit dans les affaires? Vous voulez me dire que qu'est-ce qu'il doit faire chez le chef de l'État pour être reconduit et avoir l'autre mandat? C'est ça votre question? Quel est son argumentaire en fait pour être réélu? Mais attendez, mais ça... Au regard de tout ce qu'on a... Non, mais l'argumentaire est là sur place. En termes de faisabilité des pouvoirs, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est président de la République jusqu'à aujourd'hui. Je commence par, il a mis KO Kagame. Mais c'est après 3 ans de son mandat. Un instant, mais attendez, vous demandez un seul, non? Je vais vous en donner autant. Non, pas un seul. Citez-nous s'il y a... L'enseignement gratuit, la gratuité de l'enseignement. Quelque chose prévu par la Constitution? Il construit alors les stations de la régie des eaux. Au moment où nous avons déjà la régie des eaux, qui ne fournit plus l'eau. Il a récupéré une bastion de rebelles là où se trouve l'aéroport à l'est du pays. Et ce sont les FARDC qui sont là, les drapeaux de la RDC. Depuis des années, les drapeaux ne flottaient pas sur place. Aujourd'hui, ce sont les FARDC, l'élite forte de mon pays qui est là. Vous voulez que je parle de quoi? Il a ramené Moïse Katumbi qui était cloisonné dehors. Pendant 3 ans, il n'avait pas de visa, pas de passeport congolais. Il ne pouvait même pas fouler le sol congolais. Quels sont les résultats? Il a tenté, après un instant, au Congo. Vous en avez assez déjà? Comme ça, j'arrête? Non, je peux vous en donner jusqu'au petit matin. Des actes qui parlent du... Allez-y, malgré nous sommes je vous relance. Mais l'UDPS est défini comme étant l'union des démocrates pour le progrès social. Socialement, quel est l'argumentaire de Félix Tshisekedi? Je regrette que je ne sois pas de l'UDPS. Non, mais vous défendez l'idéologie. Vous voyez tout ce que fait l'IDPS. Je ne défends pas l'idéologie UDPS. Ok. Mais vous êtes congolais? Non, je soutiens l'idéologie du chef de l'État. Ok. Bon, sa famille politique. Voyons maintenant sa famille politique. Comme je ne suis pas de sa famille politique, vous voulez que je dise quoi à propos? Mais Montesquieu a dit, M. Prince, qu'on peut reconnaître quelqu'un au regard de ce qu'il avance. Non, mais regardez, quand vous embrassez mes idées politiques, derrière, quand vous embrassez mes idées politiques, n'est-ce pas? Vous faites partie de ma famille politique, n'est-ce pas? Lui, il est journaliste, je vois. Je prends un exemple. Quand vous allez dans l'essence, nous avons les mêmes idées politiques, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Lorsque vous soutenez les chefs de l'État, vous voulez... On peut soutenir les chefs de l'État sans être de l'IDPS. On doit soutenir les chefs de l'État parce qu'on est congolais. Mais vous les soutenez pour avoir fait quoi, socialement? C'est ça la question. Je crois que j'étais en train de donner autant. Oui, ajoutez quelques-uns, on va clôturer puisque c'est déjà l'air, on nous fait signe déjà de l'autre. Au moins, il m'a donné le pouvoir, la force de me lever et de combattre pour mon pays. Par sa détermination. Par le fait qu'il m'a montré que l'ennemi du Congo est en face maintenant, on peut en découdre avec lui, ne fût-ce que ça. Parce qu'il a donné au moins un peu de sourire, je ne dirais pas tout, à nos FARDC. Parce que les FARDC étaient tellement, vraiment délaissés. Il est au front, là-bas c'est sa famille qui est mise dehors. Donc tout ça, il essaye de trouver solution, même des campements, même les maisons des officiers. Même, il redonne de la valeur à notre armée.
Et avec ça, je ne peux que le soutenir. Avez-vous pensé au minimum à la population par rapport à son Mais mandat c'est ça, depuis qu'il est là? Mais attendez, quand on parle de l'enseignement gratuit, c'est pas la population, c'est quoi? Mais avec quel résultat? C'est un processus, au moins il l'a déclenché. Et nous en avons palpé les réalités. Il y a eu autant d'enfants, mieux même qu'autrefois. Mais Kabila les pères, dans peu de temps, a eu à corriger toutes sortes des imperfections. Vous me parlez de... Il y a déjà la jurisprudence en la matière. Kabila les pères a eu à mettre des cantines populaires, notamment dans des maisons communales. Mais pourquoi, dans 4 ans, Félix Tshisekedi n'arrive pas à recopier textuellement ce que son prédécesseur a eu à faire? Kabila a mis des cantines populaires, Laurent Désiré. L'autre Kabila qui est venu, il a balayé tout ce que Laurent Kabila avait fait. Il a fait tabula rasa. On parle de Tshisekedi, Félix. Mais en termes de jurisprudence. Vous me parlez de Laurent Kabila qui avait déjà commencé, non? Oui, dans peu de temps. L'autre Kabila est venu, il a balayé ça, non? C'était un vide déjà. Puisque vous déplorez les temps, les timings. Justement. Dans 3 ans, il a fait quelque chose. Je veux dire que dans 4 ans, il n'arrive pas à faire ce que l'autre a fait. Félix n'a même pas trouvé de cantine publique. C'est lui qui est maintenant en train de mettre ça en place. Dans des camps militaires, vous voyez, on dispatche, on donne la nourriture qui ne vient pas de l'extérieur. C'est 18 000. Qui vient de chez nous. C'est 18 000, je vois. Justement, mais il n'a pas acheté avec les devises. Ça vient de chez nous. Ça, au moins, on doit comprendre. C'est déjà un changement, c'est une révolution. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à rester dépendants des autres. Nous devons chercher la devise pour aller acheter toujours ailleurs, enrichir les autres. Non, nous devons apprendre maintenant à cultiver chez nous pour être autonome. En public, on vous reçoit le jeudi pour un nouveau numéro. Moi, je pense qu'il y aura encore à boire et à manger sur ces points-là. Où je vous invite à l'accord de Kevin. Si vous pouvez encore nous retrouver le jeudi prochain, on va parler de ça. On va parler aussi du dossier Tchilégel où il y a eu 17 km à construire ici en République démocratique du Congo. Je pense avec des routes macadamisées qu'on devait nous construire, mais on nous a parlé après que c'était des routes à réhabiliter. On a plusieurs routes et je pense le jeudi prochain, on va vous montrer des images. Si Kevin va nous permettre, il y aura une équipe qui va descendre sur le terrain afin de prendre des images. On va parler aussi de quelques camps militaires à laquelle vous venez d'évoquer aussi. On va vérifier le prix des sacs de ces moules de maïs qui se font à combien et tout ça. Et on aura traité ça le jeudi prochain. Merci. Je suis à votre disposition. Je veux servir mon peuple. Un dernier message pour ceux qui vous aiment. Bon, le dernier message, je dirais seulement que le peuple soit debout. Aujourd'hui, nous devons reprendre quand même. Le dernier message pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Nous devons reprendre vraiment nos esprits. Et la guerre est encore là. Nous devons imposer l'indépendance dans notre pays. On ne l'a jamais été, mais je crois cette fois-ci, si nous nous levons, nous combattons, nous menons le bon combat, nous serons indépendants. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'organise, je ne sais pas faire la publicité, mais je oui dire qu'il y a quelque chose qui s'organisait au niveau du stade de Martyrs. Les 17, quelque chose comme ça, une messe, et les gens vont prier pour le FARDC et tout ça. Les FARDC n'ont pas besoin de prière. Nous devons les motiver. Merci, M. Prince. Donc, il faut, après le stade là, si nous pouvons descendre tout droit vers la MONUSCO pour protester et déposer un mémorandum pour que la MONUSCO puisse dégager. Nous devons aller vers l'ambassade de Rwanda pour qu'il dégage. Nous devons mener comme ça des actions fortes. Nous allons vers l'ambassade de la Russie pour demander vraiment sa collaboration franche avec notre pays. Merci, et des actions comme ça, je crois que ça va nous libérer. Merci, M. Prince. Et merci également à vous d'avoir été des nôtres. On croit qu'on va vous recevoir. Je suis à votre disposition. C'est pour la nation que je fais ça. Merci, c'était un échange alléchant. Merci à Bravi Matadi pour... Merci à vous. C'est à moi de vous remercier, ainsi qu'à notre invité qui a été aussi... C'est moi qui vous remercie. Un peu chaud, mais je pense que vous n'étiez pas lésé par rapport aux questions. Malgré que vous êtes un peu de l'air provocatrice, si je peux dire ça, puisqu'il y a encore beaucoup qui sortent. ça nous pousse à poser encore plus de questions. Non, il y a tellement de matière que je ne peux que vous remercier votre équipe. À nos téléspectateurs aussi. Merci, oui. Merci également. Le rendez-vous est pris demain pour le deuxième numéro de la semaine pour d'autres thématiques avec d'autres invités. Portez-vous bien.